Les matins de France Culture. Guillaume Erner. La France, en queue du peloton européen en matière d'usage du vélo en ville, entend rattraper son retard par un plan national qu'a dévoilé vendredi dernier le Premier ministre Édouard Philippe. Grâce à ces mesures, le gouvernement entend tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens d'ici à 2024. L'enjeu est d'importance dans un pays où les transports produisent 39% des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Olivier Erasmont. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes journaliste spécialiste des transports, vous tenez un blog sur le site du Monde intitulé L'interconnexion n'est plus assurée. Vous avez publié plusieurs ouvrages tels que Le pouvoir de la pédale ou encore Comment la France a tué ses villes. Votre point de vue tout d'abord sur ce plan qui a été dévoilé? Alors, je trouve ça très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que y avait déjà eu des plans vélo en 2012 et en 2014 sous Sarkozy et puis sous Hollande. Juste avant la fin du mandat de Sarkozy en 2011, je crois. Mais là, c'est la première fois qu'il est financé. Il y a 350 millions d'euros et c'est la première fois qu'il y a un objectif chiffré qui est de 9% des trajets à vélo en 2024, alors que c'est 3% aujourd'hui. Donc, je trouve ça intéressant. Évidemment, ça va pas assez loin, disent les associations, et ils ont plutôt raison. Et puis, il y a ce en même tentisme qu'on connaît bien. C'est-à-dire qu'on fait en même temps un plan vélo et puis en même temps on fait des autoroutes, on continue à promouvoir la voiture avec beaucoup plus d'argent qu'on le fait pour le vélo, avec comme conséquence, c'est pas une bataille vélo contre voiture, mais avec comme conséquence quand même que tout ça accroît les distances parcourues, que tout ça développe l'étalement urbain et que tout cela également a vocation à finalement annuler en fait ce qu'on fait pour le vélo. Donc ça c'est une chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce plan vélo. C'est intéressant d'autant qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, les municipalités ne juraient que par le Vélib ou l'équivalent, c'est-à-dire le Biclou à Nantes, le Vécube à Bordeaux. On avait l'impression que c'était l'alpha et l'oméga et que c'est censé transformer, mettre les gens en selle. Et on s'est aperçu au fur et à mesure, on le disait déjà, mais les gouvernants n'en avaient pas forcément toujours conscience, que finalement c'est beaucoup plus complexe que ça, le vélo. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi tout d'abord sur le vélo partage, puisque effectivement, il y a aujourd'hui de plus en plus de doutes, pas seulement d'ailleurs sur la possibilité d'avoir un service qui marche, mais même sur l'utilité, la viabilité de ce service, Olivier Erasmont. Il coûte extrêmement cher à la collectivité, c'est entre 2 000 et 4 000 euros par vélo et par an. Donc par vélo et par an, entre 2 000 et 4 000 euros, donc c'est très très cher. Pour l'utilisateur, c'est pas très cher, mais par contre pour la collectivité, c'est cher. Et puis ça suffit pas, c'est pas parce que 2 000 à 4 000 euros par an, ça semble complètement... Non, si, ça intègre bien sûr le vandalisme qu'on connaît bien, ça intègre également les frais, c'est-à-dire qu'en fait, en échange de ce système, il y a des recettes publicitaires qui n'arrivent plus à la ville. Donc c'est un calcul qui a été fait par Frédéric Errand, qui est économiste, qui a fait ce calcul-là pour Lyon, pour Paris, pour Nantes, etc. Et puis par ailleurs, c'est pas parce que vous avez des vélos municipaux partout que finalement ça vous amène forcément à le prendre plus souvent. Il faut, quand on réfléchit à un système vélo comme il existe en Italie du Nord par exemple, prends toujours l'exemple néerlandais, mais en Italie du Nord ou en Autriche, il y a ou en Suisse, il y a des villes où il y a énormément de trajets à vélo, où un tiers des trajets, 20% des trajets parfois se font à vélo. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a un système vélo, c'est-à-dire qu'on part de chez soi, il faut pouvoir garer son vélo chez soi, il faut pouvoir le garer de manière sécurisée à l'arrivée, surtout si c'est un vélo à assistance électrique, parce que évidemment il coûte plus cher. Il faut pouvoir éventuellement être encouragé par son employeur. Il faut pouvoir apprendre tout simplement à faire du vélo, à se déplacer à vélo. On dit toujours, on entend régulièrement les cyclistes font n'importe quoi. Bon, peut-être un peu parfois, mais aussi parce qu'il y a un manque de connaissances tout simplement du savoir-être à vélo. Et puis il y a une autre chose qui est d'avoir des infrastructures fiables. Il faut pouvoir aller d'un bout à l'autre, avoir tout simplement un balisage, des petits panneaux qui sont différenciés de ceux pour les voitures, comme on les trouve à Bâle, par exemple en Suisse, avec des petits panneaux rouges qui disent dans cette direction vous avez la gare et c'est à tant de kilomètres. Donc tout ça c'est un système vélo, c'est beaucoup plus complexe que simplement un vélo en libre-service. Ce système vélo, il repose aussi beaucoup, peut-être d'abord Olivier Erasmont, sur la capacité d'organiser la coexistence ou alors la non-coexistence d'ailleurs entre les vélos et les voitures en ville. À cet égard, qu'est-ce qui reste à faire en France si vous comparez cela à des expériences réussies? Alors, ce qui est, quand on regarde une ville, alors je prends l'exemple de Bâle parce que j'y suis allé il y a pas très longtemps et que là aussi ça change d'Amsterdam et de Copenhague. Ce qui est frappant, c'est que
à certains endroits, chacun a sa place. Il y a des endroits où clairement c'est la voiture. Il y a quelques deux roues motorisées, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis à d'autres endroits, il y a des pistes cyclables qui sont là aussi des itinéraires qu'on peut parcourir de bout en bout. Et j'insiste, qui sont signalés. On sait où on va. Et puis à d'autres endroits, il y a un partage, mais pas partout. Des endroits où la vitesse est modérée. En fait, il faut se mettre à vélo pour le comprendre. C'est-à-dire quand on est à vélo, on se sent en sécurité, soit quand on a sa piste réservée, soit quand finalement les autres usagers vont pas trop vite. Si on se fait dépasser officiellement c'est 50, mais souvent c'est 60, 70 par une noria de scooters, comme ça arrive dans beaucoup de villes en France de plus en plus, à ce moment-là, on ne se sent pas en sécurité. Si par contre on est dans un environnement où tout le monde est à peu près à 20, 25, 30, là ça va mieux. Donc à certains endroits, il faut simplement apaiser la circulation, réduire la vitesse. De toute façon, la vitesse moyenne est la même. La vitesse moyenne à la fin, dans une ville, c'est 15 km/h, 16 km/h. Par contre, il y a des accélérations qui sont très fortes à certains moments pour les voitures et pour les deux roues motorisées. Donc on peut le faire dans beaucoup d'endroits. Mais à d'autres endroits, il faut séparer parce que là, c'est des grands axes. Donc ça dépend de l'endroit où on est. Et on voit, c'est ça qui est très intéressant. Tout le monde à peu près sait faire du vélo. On a tendance à imaginer que pour développer vélo, du coup, c'est simple parce qu'on sait faire du vélo, donc c'est simple. Et en fait, quand on se penche sur la politique vélo, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe, que c'est très fin, qu'il faut faire attention. Et ce que je trouve intéressant, je reviens là-dessus, sur ce plan vélo du gouvernement, c'est qu'il prend en compte ces différents aspects. Jusqu'à présent, on était un peu dans l'incantation, un peu dans on va vous aider, c'est bien le vélo, etc. Là, on a tous les aspects de la chaîne qui sont pris en compte. Alors vous, Olivier Erasmont, vous travaillez principalement sur le vélo, mais il y a un certain nombre de personnes qu'il faut convaincre encore. Dans quelle mesure peut-on dire que le vélo est la solution, en tout cas une solution pour les transports d'individus en ville? Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il y a là une possibilité d'améliorer considérablement la mobilité dans des milieux urbains? Alors aujourd'hui, dans les déplacements entre le domicile et le travail, qui sont des déplacements structurants, c'est pas la majorité des déplacements, ils sont structurants, 58% des déplacements de moins de 1 km se font en voiture. 58% de moins de 1 km. Il y a à peu près 20 ou 30% à pied, mais moins de 1 km, c'est 58% en voiture. Si on prend les moins de 4 km, on est à 65% en voiture. Et on a très peu de 3, 5% à vélo. Mais alors ça, donc, c'est peut-être justement dans des milieux... Mais ça dépend. Mais ça ne veut pas dire que demain, tout le monde va faire ses 5 km à vélo. Non, personne dit ça. Par contre, ça veut dire qu'il y a une marge énorme de progression du vélo. Et pourquoi ? Pas juste pour le plaisir d'être à vélo parce que c'est agréable, mais aussi parce que tout simplement on a en France une épidémie de sédentarité, pas seulement en France, dans le monde occidental, une épidémie de sédentarité. Là, on est assis, mais on passe beaucoup trop de temps assis, on passe trop de temps devant les écrans et ça a des conséquences. J'ai rencontré l'autre jour un cardiologue de la Fédération française de cardiologie qui me dit les premières alertes sur ce sujet de la sédentarité sont arrivées en 1953, et on est là 70 ans plus tard presque à se dire tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose pour, peut-être pas 70 ans, mais 60 ans, il faudrait faire quelque chose pour la sédentarité. Donc il y a ce problème-là auquel on est tous confrontés. Et puis, un des problèmes qui sont c'est très intéressant, c'est que le vélo répond à toute une série de questions de société. Donc il permet effectivement de faire de l'exercice, il est, on le sait, pas polluant. Effectivement, il y a la question du climat qui est derrière tout ça, mais c'est une question parmi d'autres. Il y a la question de l'étalement urbain, il y a la question qui d'ailleurs a été traitée, je ne vais pas avoir l'air de faire des louanges pour ce gouvernement, mais c'est vrai que c'était intéressant dans le dossier de presse qui a été présenté aux journalistes l'autre jour, c'est qu'il y avait un petit paragraphe sur les villes moyennes, sur l'attractivité des villes, et il est évident que dans une ville comme Chalon-sur-Saône, comme Nevers, comme Albi, tant mieux s'il y a des gens qui, au lieu de venir en voiture tous les matins pour aller travailler et faire 2 km, tant mieux s'ils viennent à vélo pour une raison simple, c'est qu'ils occupent moins d'espace. Et que donc, comme ils arrivent à vélo, finalement, il y aura de la place pour les autres voitures, et il y aura de la place également pour les piétons, alors que si tout le monde vient en voiture, au bout d'un moment, on ne peut pas mettre toutes les voitures de tout le monde au même endroit en même temps. Donc ça, c'est une question d'espace, une question d'organisation de l'espace public. Et puis quand on est à vélo, on a tendance, quand on se déplace, on en fait son mode de déplacement principal, on a tendance à faire ses courses à proximité. On a tendance à favoriser les commerces de proximité qui en ont grandement besoin en France aujourd'hui. Comment faire en sorte que le vélo se diffuse si le vélo en libre service municipal, comme vous le dites, n'est pas la solution? Alors on a vu apparaître des vélos
en free floating, je crois qu'on parle des vélos papillons en France par opposition aux vélos qui sont... Chenilles, non. En fait, il y a deux manières d'en parler. Il y a ces vélos qui doivent être remis sur des bornes, Oui, le free floating qui en fait consiste, alors d'ailleurs on s'y perd un peu, il y a eu, alors je me souviens, il y a à peu près un an, il y a eu l'arrivée des Gobi Bike qui étaient des vélos verts et tout le monde. Alors donc ça, ce sont des vélos qu'on peut laisser n'importe où. On peut laisser n'importe où. Bon, en réalité, opposition aux vélos qu'il faut remettre sur des bornes, et les vélos qu'il faut remettre sur des bornes ont été déployés dans un certain nombre de villes, aussi bien Toulouse, Valence, Lyon que Paris. Il y en a à Dunkerque. C'est un système qui est aujourd'hui très largement critiqué, ce qui veut dire que peut-être des vélos qu'on peut laisser n'importe où serait une solution, parce que ça aussi c'est un système critiqué. Il n'y a pas une seule solution. Le vélo en libre-service a tout à fait sa pertinence. Évidemment, à Bordeaux il fonctionne très bien, à Lyon aussi, même s'il coûte cher, il a également sa pertinence. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de ne pas miser uniquement sur le vélo en libre-service. Donc le free floating à certains endroits peut être. J'étais l'autre jour à Grenoble, j'ai loué un vélo. Il n'y a pas de vélo en libre-service comme on l'a à Lyon ou à Toulouse, à Grenoble. Et ou à Paris, on a un système où on loue un vélo pour une journée ou pour 2 jours, on le fait à la gare dans un endroit, on arrive, on laisse sa carte bancaire, etc. Et en fait, je leur ai dit, mais c'est un peu dommage que vous n'ayez pas une station en centre-ville. Il me dit, bah oui, mais en centre-ville, le problème c'est que ça coûte cher de mettre une nouvelle station. Par contre, vous avez le free floating. Le free floating peut apporter également donc ces fameux Mobike, O-Bike, Pony, etc., etc. Il peut apporter sont des entreprises privées. Mais la question qui se pose, quand on regarde, je reviens à l'exemple de Bâle, ou à celui de Pavie en Italie, ou à celui d'Innsbruck en Autriche, finalement, il y a assez peu de vélos en libre-service dans ces villes-là. Les gens ont leur vélo, possèdent leur vélo, mais ils savent où le stocker. Alors, chez eux, alors il y a aussi un élément dans le plan vélo sur le fait de pouvoir organiser dans les bâtiments neufs un local à vélo digne de ce nom, et on le met chez soi, ou alors on le met de plus en plus, on le voit, dans des vélostations qui sont des endroits fermés à clé, dans lequel on arrive avec une clé de nos jours, c'est-à-dire un morceau de plastique qu'on passe devant un lecteur, et dans lequel on peut accrocher également son vélo. Et là c'est finalement la solution. Un vélo, l'un des avantages, c'est qu'il occupe peu d'espace, c'est qu'il est pas lourd. Et comme il est pas lourd, on peut le soulever éventuellement. Donc on peut le mettre également en hauteur, on peut le garer, et on peut finalement en avoir quand même beaucoup. Donc le vélo municipal est quelque chose en plus, mais c'est pas forcément l'alpha et l'oméga. Et quand on regarde les villes où ça fonctionne, on s'aperçoit que les gens possèdent leur propre vélo. Le vol est un frein aujourd'hui au développement du vélo. En tout cas, c'est ce que le gouvernement pense, puisque dans le plan qui a été présenté, il y a un volet à cet égard. Oui, tout à fait. Oui, c'est une des craintes, à juste titre. Et donc c'est pour ça qu'il faut le sécuriser. C'est pour ça aussi qu'il faut se poser la question. Quand on achète un vélo, il faut se poser au moins 2 questions. C'est comment je vais le stationner. Donc il faut acheter un U en fait. C'est vraiment le seul. C'est pas un antivol. Un antivol en U. C'est le seul qui fonctionne vraiment. Bon. Et puis il faut se poser aussi une autre question, qui est si jamais je me le fais voler demain, qu'est-ce que je fais? Et déjà, si on a commencé à répondre à cette question, probablement on achètera un autre. Peut-être un peu moins cher, peut-être un peu différent, etc. Mais c'est quand même pas très cher un vélo. Alors si c'est un vélo à assistance électrique, et un bon vélo à assistance électrique, c'est au moins 1500 voire 2000 euros, là il faut vraiment réfléchir en disant ok, où est-ce que je vais le mettre, là où je suis, là où je vais, etc. L'apparition des vélos à assistance électrique est-elle de nature, là aussi, à modifier le pourcentage de personnes qui prennent un vélo? Est-ce que c'est vraiment un frein, le fait d'avoir un vélo avec lequel il faille pédaler sans assistance aucune? C'est pas le même objet exactement. On les confond parfois. Là aussi, il y a eu pendant un certain temps, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps encore, cette fameuse prime à l'aide à l'achat, un vélo à assistance électrique, pourquoi pas? Mais on avait l'impression que c'était en concurrence avec le gouvernement royal, le gouvernement précédent disait finalement le vélo, ah oui très bien, on va faire tout de suite assistance électrique et tout doit être électrique. En fait non, c'est pas exactement le même objet. Il est effectivement plus lourd, il est plus cher, on fait plus attention, etc. Le VAE, donc vélo à assistance électrique, je le redis, permet de prolonger l'usage du vélo, à la fois dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit notamment aux Pays-Bas, par exemple, les gens plus âgés continuent à faire du vélo plus longtemps dans leur vie, et également prolongé dans l'espace, c'est-à-dire que ça permet, on faisait 5 km tous les matins, et on peut avec un VAE, j'ai rencontré là aussi quelqu'un, je crois que c'était à Grenoble la semaine dernière, qui m'expliquait qu'il faisait 15 km tous les matins grâce au vélo assistance électrique. Donc ça prolonge, ça ne remplace pas, si on a 2 km à faire, franchement le VAE servira à rien, sauf s'il faut vraiment monter tous les matins, mais par contre si on a des trajets plus longs, oui ça vaut la peine. Et alors
Alors, l'autre question qui se pose, c'est de savoir comment, avec les transports en vélo, on peut opérer le lien entre les villes et les banlieues, puisque c'est essentiellement cela qui est aujourd'hui en cause lorsqu'on parle de la voiture dans les grandes agglomérations. Est-ce que le vélo peut constituer une solution ? Bien sûr, l'avantage c'est qu'on peut faire quelques kilomètres sans difficulté. On peut facilement, quand on commence, on fait 1-2 kilomètres, puis 3, et 5 et 6, et assez facilement. Et donc, dans la plupart des villes, ça suffit complètement pour traverser la ville et pour aller dans les communes qui sont juste à côté. Ça suffit pour aller, je sais pas, à Mérignac, à Pessac quand on est à Bordeaux. Ça suffit pour aller à Cagnes-sur-Mer quand on est à Nice, etc. Donc, largement. Après, quand on est en Île-de-France, c'est un peu plus compliqué. Personne ne prétend qu'on va traverser toute l'Île-de-France à vélo. Par contre, à l'intérieur de Colombes ou de Aulnay-sous-Bois, pour aller faire une course, ça pourrait être un moyen de transport tout à fait. Alors, à condition que les infrastructures soient là. Et le problème, c'est qu'elles sont souvent pas là parce qu'il y a des voitures sur le trottoir, parce qu'il y a des poubelles, donc des voitures sur le trottoir. Donc, déjà à pied, c'est compliqué. Puis en plus, il y a pas d'aménagement. Puis les voitures vont. Est-ce qu'au niveau des agglomérations, Olivier Rasmont, ces questions sont prises, sont pensées, ou bien est-ce que ça dépend. Il y a des villes qui, depuis longtemps, en fait, ce qui est intéressant, il y a eu la Fédération des usagers de la bicyclette, il y a presque un an, a fait un espèce de sondage grandeur nature, une enquête en ligne, il y a eu plus de 100 000 réponses, et dans tout un tas de villes, et on s'aperçoit que les villes qui ont été les mieux notées par leurs propres habitants sont les villes, il n'y a pas eu de surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu Strasbourg, il y a eu Bordeaux, il y a eu Nantes, il y a eu Grenoble, et c'est les villes qui, Angers, des villes qui, en fait, ont commencé une politique cyclable, si on peut dire, depuis très longtemps. À Strasbourg, c'était dans les années 80. À Grenoble, ça a commencé dans les années 90-2000. À Bordeaux, ça ne tient pas du tout à la nature des villes, à leur géographie. Alors, en partie, mais c'est ce qui est amusant, c'est que si on va à Lille, on va vous dire ah non mais c'est pas possible. Vous comprenez, il pleut ici, c'est pas possible. Et si à Marseille, on va vous dire non, il fait trop chaud. Donc bon, je me méfie un petit peu de ces arguments-là. On peut vous dire ça monte et ça descend. Oui, par exemple. mais Berne en Suisse, c'est une ville où il y a 12%. C'est pas monumental, mais c'est quand même plus que la majorité des villes françaises. 12% de part modale, comme on dit, c'est-à-dire de trajets qui sont à vélo, alors que c'est une ville où il y a une rivière qui est au fond et ça monte et ça descend en permanence. Simplement, ils ont aménagé les infrastructures. Donc oui, ça joue, mais c'est pas le seul élément. Vous avez prononcé le nom de Marseille et Marseille est, dit-on, très mal noté en matière. Très mal noté. Pourquoi encore pire que Paris, parce qu'il n'y a jamais eu de politique, il n'y a jamais eu de réflexion. Il y a quelques pistes cyclables, mais elles sont sur le trottoir. Donc ça veut dire que ça fait des conflits avec les piétons et c'est une très mauvaise idée parce que donc on a pris l'espace au lieu de prendre l'espace à la voiture, on a pris l'espace parce qu'il n'y a pas du tout de prise en compte de verbalisation des comportements du type stationnement illégal, etc. Parce qu'il y a une culture voiture, parce qu'il n'y a tout simplement pas eu de politique sur ce plan pendant des années. Il n'y en a toujours pas. Mais il y a des vélos. C'est ça qui est amusant quand on va à Marseille, c'est qu'on voit plein de vélos, beaucoup plus qu'on imaginerait. Et contrairement à ce qu'on imagine, bien sûr, il y a des endroits où ça monte ou ça descend, mais on va pas, tout le monde ne monte pas à la bonne mer tous les jours. Et il y a en fait une grande partie de la ville qui est relativement plate et avec quelques vitesses, on s'en sort. Avec la multiplication des moyens de transport nouveaux, je pense aux trottinettes électriques qui aujourd'hui se multiplient, à ces vélos qui sont des vélos en libre service, est-ce que finalement on n'est pas en train de créer une autre anarchie avec un refus finalement de penser la ville et les modes de mobilité, par exemple avec des transports en commun, Olivier Rasmont? En fait, il faut penser tout ça. Ce qui est frappant, je reprends l'exemple de Bâle, mais j'ai vu ça aussi à Grenoble, devant la gare, il y a un balai de tout un tas de moyens de transport qui, avec énormément, donc ça veut dire énormément de flux, il y a beaucoup de gens qui passent par là, très peu en voiture, beaucoup en tramway, parce qu'il y a le tramway qui passe assez lentement, mais qui est très efficace parce qu'il y en a beaucoup, il y en a très souvent. Il y a des bus, et puis il y a énormément de vélos, beaucoup d'arceaux. Il y a une sorte d'organisation de la ville, mais qu'il faut penser quand on voit ça à l'extérieur. Mais aujourd'hui, elle n'est pas tellement pensée, puisqu'on laisse... ça dépend où. Ça dépend. Il y a des endroits où c'est le cas. Donc par exemple. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas. Je vais reprendre des exemples que je viens de citer, mais c'est le cas à Fribourg aussi en Allemagne. C'est le cas. C'est un peu moins le cas à Milan, mais enfin c'est le cas déjà plus à Bologne par exemple. On a une organisation de l'espace qui est pensée et en plus de ça pour les élus, pour les collectivités, c'est de l'or parce que ils ont là ils ont pas forcément d'argent, mais ils ont l'espace public et ils peuvent l'aménager. Olivier Rasmont, vous avez notamment publié Le pouvoir de la pédale ou Comment la France a tué ses villes. On va continuer à évoquer la mobilité en ville, mais cette fois-ci du point de vue d'un urbaniste. Guy Burgel va nous rejoindre. Il a notamment publié La revanche des villes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture.
Et puisque l'on parlait du plan vélo, puisqu'il va beaucoup être question du plan mobilité, toute cette semaine, il va être question des différentes options qui sont offertes aux villes pour assurer le transport des piétons et pour faire en sorte que les objectifs écologiques soient remplis. Nous sommes en compagnie d'Olivier Rasmont, vous êtes journaliste spécialiste des transports, et voici Guy Burgel. Bonjour, vous êtes urbaniste, vous avez été professeur de géographie et d'urbanisme à l'université Paris 10 Nanterre. On vous doit un certain nombre d'ouvrages sur les villes, notamment la revanche des villes. Et justement, pourquoi y a-t-il aujourd'hui ce sentiment qu'en France, on pense mal les villes ? Je ne crois pas qu'on pense mal les villes, je crois que chaque pays a son histoire urbaine. Moi, je passe mon temps à dire mondialisation n'est pas uniformisation. Alors, grosso modo, on a des villes qui étaient des villes plutôt agglomérées. C'était la tradition, qui venait de l'Antiquité, etc. Et en 50 ans, ces villes agglomérées sont restées, ont même pris quelquefois de l'importance démographique, mais en même temps, il y a eu en effet une dispersion, une diffusion urbaine, un étalement urbain. Donc c'est l'addition de cet héritage de villes agglomérées et d'étalement urbain qui fait la difficulté. J'ajouterais une composante plutôt sociologique et économique. Sociologique, la féminisation de l'emploi, qui est une grande variable finalement du dernier demi-siècle, a fait que dans un ménage, dans une unité de logement, on a deux actifs qui, évidemment, dans la plupart des cas, ne travaillent pas au même endroit. Et donc il y a bien un choix qui s'opère. Et la deuxième chose, c'est que la diffusion, la dilatation des emplois, la dispersion des emplois périphériques a été beaucoup moins grande finalement que la dispersion de l'habitat. Si vous conjuguez tout cela, le double héritage, agglomération, dispersion, sociologie de la féminisation de l'emploi et dispersion plus grande de l'habitat par rapport à l'emploi et au travail, eh bien vous avez finalement une équation de mobilité qui n'est pas insoluble mais qui est quand même difficile à résoudre. Mais alors quand je disais tout à l'heure la France, semble-t-il, pense mal ses villes, cela signifie que cette équation, parce que cette équation elle n'est pas propre à la France, Guy Burgel. Non mais je vais prendre un exemple qui est souvent cité en exemple. Les Pays-Bas. Bon, alors on dit, voilà, 3%, si mes souvenirs sont bons, on va pas sommer de chiffres, bon, 3% à vélo dans les villes françaises, 24%, je crois, dans les villes néerlandaises. Mais on oublie une chose, c'est que aux Pays-Bas, finalement, la structure urbaine est totalement différente. On a ce qu'on appelle la métropole de la Randstad-Hollande, entre Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, La Haye, etc., qui est une métropole multipolaire. Et entre ces pôles, on a une circulation automobile qui est beaucoup plus importante, encore une fois, que dans la plupart des métropoles françaises, parce qu'on ne circule pas à vélo à échelle de 50 ou 80 km. À l'intérieur des villes, mais qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus agglomérées, en effet, on a une circulation de vélo. Mais voir tous les Hollandais à vélo, c'est une image d'Épinal, si j'ose dire, qui est quand même assez fausse. Mais alors que peut faire la puissance publique, justement, quand vous racontez cette histoire et cette différence entre les Pays-Bas et la France? Est-ce que les pouvoirs publics y sont pour beaucoup? Est-ce que c'est le poids de l'histoire et... On a pris beaucoup de retard en investissement. Bon, dans les grandes agglomérations, mais on ne va pas parler des grandes agglomérations, il ne faut pas oublier non plus les villes moyennes et le périurbain. Bon, mais dans les grandes agglomérations, on a pris beaucoup de retard dans les investissements en transport collectif. Je ne veux pas focaliser tout sur Paris, mais Paris est quand même prototypique, comme on dit, d'un certain nombre de situations. On a fait le système radial de RER grâce au plan de l'ouvrier dans les années 60, au moment où finalement les mouvements de mobilité, pour les raisons que j'ai dites et d'autres que je n'ai pas le temps d'expliquer, sont devenus plutôt tangentiels de banlieue à banlieue. Donc on a un système qui finalement va de la périphérie vers le centre, alors que le problème c'est de périphérie à périphérie. On comprend très bien qu'il y a à la fois une insuffisance physique en quelque sorte des réseaux et des substitutions en effet automobiles qui sont sinon nécessaires, du moins assez forcées. Ces choix, ils ont été faits en France uniquement, Guy Burgel, ou bien vous les retrouvez également dans d'autres pays? Je crois que c'est un phénomène assez général. Vous savez, je pense que... Ça veut dire que tout le monde s'est trompé? Non, tout le monde ne s'est pas trompé. Je crois qu'il y a des pays qui, par culture,
sont peut-être les pays anglo-saxons en effet, peut-être les pays de l'Europe du Nord, sont peut-être plus aptes à comprendre les phénomènes. Mais la mobilité est quand même un problème qui est finalement assez récurrent dans toutes les métropoles et dans toutes les villes du monde. Olivier Rasmont, votre point de vue? Oui, je sais pas si c'est culturel, parce qu'en fait, quand on regarde, alors, vous citez les Pays-Bas, mais quand on regarde d'autres pays d'Europe, il n'y a pas que la France et les Pays-Bas, heureusement. Quand on regarde l'Allemagne, il y a, là aussi, dans les années 50-60, il y a eu une progression des déplacements motorisés en raison de l'étalement urbain qu'on a continué à faire exactement de la même façon. Et en fait, on a pris conscience du problème plus tôt pour diverses raisons. Alors en Allemagne, c'était parce qu'il y avait les pluies acides dans les années 80 que ça posait des problèmes de pollution. Aux Pays-Bas, c'était parce qu'on n'avait plus de pétrole, etc. En Italie, du Nord, c'est parce qu'on s'est aperçu que les pots d'échappement noircissaient les façades. Donc à chaque fois, il y a des évolutions. Et puis, j'ajouterais une chose concernant la ville française, c'est qu'on continue à le faire. Je crois pas que ce soit juste comme ça une question de culture. Quand un maire décide de prendre le pôle emploi, le commissariat ou tel équipement public ou la maison de santé et de le mettre à 3 km du centre-ville dans une zone industrielle en disant comme ça c'est là, on sait très bien, tout le monde a une voiture, on n'a qu'à y aller, là c'est une responsabilité énorme. Et quand la Banque de France, parfois c'est le maire qui fait ça, parfois c'est la communauté d'agglomération, parfois c'est des institutions nationales. La Banque de France, quand à Poitiers il décide de prendre le siège de la Banque de France et de le mettre à 3 km du centre-ville, un endroit où il n'y a même pas de transport public, là oui, c'est une responsabilité énorme. Non mais je crois que vous avez fondamentalement raison. C'est pas seulement une raison de culture. Je vais insister quand même sur des héritages qui sont des héritages quasiment séculaires. Vous parlez des villes allemandes. Moi, j'avais été très frappé il y a quelques années en allant à Stuttgart de voir qu'à une réunion le soir, les gens qui allaient rentrer dans des petites villes du Bade-Württemberg, finalement, n'allaient pas en voiture comme je l'aurais fait, moi. J'ai une réunion à 20h, je sais que je vais sortir à 23h, je vais pas y aller en transport collectif. Excusez-moi, je suis très... je ménage mon temps et ma fatigue. Parce qu'il n'y a pas de train à ce moment-là en France. Alors, exactement. Tout simplement. Et là, on avait quand même des structures à la fois, je dis bien, mental c'est pour aller vite, mais physique de la ville qui font que finalement on est incité en effet à prendre des trains régionaux, etc. Entre Stuttgart et Duisbourg, il y a un train toutes les 20 minutes jusqu'à minuit et demi. Oui. Revenons un peu en France, Guy Burgel. Si vous deviez aujourd'hui définir la manière dont la problématique de la mobilité se pose aujourd'hui pour les villes françaises, que diriez-vous? Quelles sont aujourd'hui les questions qui se posent et qui doivent être résolues? Écoutez, moi je pense, il y a un mot un peu barbare, c'est la multimodalité. Il faut que les gens, on n'agit pas par la contrainte, on agit par la conviction. Il faut que les gens aient le choix. Et quand les gens, finalement, les gens, le public, le citoyen, l'habitant, il est rationnel. Il est avant d'être sentimental. Quand il aura le sentiment que finalement, prendre des transports collectifs, prendre peut-être le vélo, en toute sécurité, pas sur des pistes ou des pseudo-pistes cyclables armées de pictogrammes. Bon, il prendra le vélo. S'il y avait ça, serait oui, mais c'est pas mal. Écoutez, moi je fais du vélo, mais je fais du vélo sur les pistes forestières. Je suis peut-être un bobo parisien, mais je ne me risque pas avec une piste cyclable et un 12 tonnes derrière moi qui est le bus qui va arriver, même s'il me voit, etc. Moi, personnellement, je suis peut-être très précautionneux de ma petite personne, mais voilà. Donc, si vous voulez, il faut donner le choix et pas agir par contrainte. Pourtant, on a plutôt l'impression qu'en matière aujourd'hui de mobilité, les choix qui sont faits sont des choix qui imposent des contraintes aux individus dans leurs déplacements, notamment par exemple la question de l'usage de l'automobile. Est-ce que ça peut se faire autrement d'ailleurs, Guy Burgel ? C'est une question... Moi, encore une fois, je suis comme n'importe quel bon citoyen, comme n'importe quel individu doté de raison. Je crois que la réduction du trafic automobile pour des questions climatiques à long terme, etc., est nécessaire. Je crois qu'il faut faire très attention à ce que l'on fait. Je donne simplement un exemple. Je suis rentré hier des Yvelines après cette journée sans voiture. Conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que j'ai dû attendre 23 heures pour que l'autoroute de Normandie soit dégagée. Ce qui est tout à fait exceptionnel,
finalement, un dimanche, même un dimanche estival de grand beau temps. Bon, alors donc il y a des reports de trafic et j'imagine des reports de pollution. En effet, je m'en réjouis pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris, j'en suis aussi à mes heures et à mes jours. Bon, je m'en réjouis qu'on ait pu circuler, qu'on ait pu respirer plus librement dans Paris. Je suis persuadé qu'il y a eu des pics de pollution finalement en banlieue qui sont dus à cette congestion finalement de la circulation. Alors, il faut faire très attention, et je termine là-dessus simplement par cette image. La ville, c'est comme un mobile de caldaire. C'est-à-dire que on fait bouger quelque chose, et quelque chose d'autre bouge ailleurs, parce qu'on n'avait pas prévu. Donc, il faut prendre des mesures qui sont à court, moyen et long terme. Mais encore une fois, attention aux conséquences induites des mesures que l'on prend. Le fait que les villes françaises soient anciennes, on a dans d'autres pays la faculté de voir l'histoire des villes à partir du 19e siècle. Ça n'est bien entendu pas le cas des villes françaises. Est-ce que c'est un frein à, aujourd'hui, leur planification ou leur adaptation au déplacement avec les contraintes qui sont des contraintes nouvelles, des préoccupations nouvelles aussi en matière d'écologie, Guy Burgel? Je vais cultiver le paradoxe, c'est plutôt une chance d'avoir un patrimoine culturel, architectural, historique. C'est plutôt une chance pour les villes petites, moyennes et grandes, à condition, encore une fois, de jouer cette chance. Il ne faut pas jouer à contresens, faut pas stériliser les centres-villes sous raison de patrimonialisation ou de tourisme mal compris. Mais encore une fois, cette chance, il faut savoir, on ne peut pas... Voilà, la conséquence de cet adage, mondialisation n'est pas uniformisation, il n'y a pas qu'une seule politique urbaine, une seule politique de mobilité. Olivier Erasmont. Moi, je crois que c'est la contrainte qui fonctionne. C'est-à-dire quand je regarde ce qui se passe vraiment, alors soit c'est une contrainte d'ailleurs politique, une décision politique, soit c'est une contrainte extérieure. Quand il y a des inondations dans une ville, à un moment, il y a certaines voies qui sont bloquées, et ben les gens s'adaptent et s'organisent. Quand il y a eu, c'était à Los Angeles comme ça un week-end, une sorte d'autoroute qui a été bloquée parce qu'il fallait faire une réfection de l'autoroute, et ben les gens se sont adaptés et finalement ils ont redécouvert, ils pensaient aller à l'autre bout de la ville au restaurant, puis finalement ils ont trouvé un restaurant dans leur quartier et c'était très bien. Et donc, en fait, on s'organise et on a tendance, quand il y a des axes, des nouveaux axes, et qu'on a une voiture et que c'est simple de l'utiliser et de la garer, eh ben, on a tendance à les utiliser sans se poser de questions et on en fait des nouveaux et ça continue comme ça. Quand on est un peu restreint, alors évidemment, il y a des contraintes. Il y a des gens pour qui ça sera un problème. C'est vrai, on change des choses, ouais. Et je sais pas si c'est la distribution. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels, finalement, ils feront autrement et c'est pas plus mal. Je suis pas en désaccord. Je dis simplement deux choses. Vous évoquez des événements exceptionnel finalement. On ne peut pas, il y a des échelles de temps. Je crois que les événements exceptionnels demandent en effet une réponse exceptionnelle. Là, on est sur du temps long. On n'organise pas ou on ne désorganise pas les mobilités sur des temps courts. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, il y a une chose, moi je voudrais quand même insister, c'est les inégalités sociales. Ce que vous dites, c'est beaucoup plus facile de faire ces reports que vous dites. Quand on est... moi j'assume, je suis à mes heures un bobo. Par ma fonction intellectuelle, etc., et par mon genre de vie, et même par mes revenus, même si les revenus des universitaires sont très loin d'être des revenus exceptionnels. Bon. Mais imaginez quand même, et nous venons de terminer un atlas sur la région lyonnaise, imaginez quand même le périurbain à 30 km ou à 40 km de Lyon. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'on est dans des mobilités contraintes, où la voiture est quasiment obligatoire. Oui, pour aller à 30 km. On peut aussi se poser la question de savoir ce qu'il y a autour de chez soi. Et puis par ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment en précarité mobilité. Ça, c'est les 8 millions de personnes qui n'ont même pas accès à la mobilité et qui sont bien en dessous de tout ça. À fait. Dans les villes, Guy Burgel, on a assisté également à un certain nombre de questions de mode, peut-être que l'on peut employer le mot. Donc aujourd'hui, on évoque beaucoup le vélo. Et il y a quelques années, c'était la piétonisation des zones de centre-ville. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un bilan, par exemple, de cette politique qui est quand même marquante dans la plupart des villes de France ? Oui, on peut faire un bilan, mais j'enchaîne sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a 50 ans, le vélo, c'était l'ouvrier sortant de l'usine et c'était le facteur de Jacques Tati faisant sa tournée. Maintenant, c'est plutôt, enfin, c'est caricatural, le bobo parisien sur son vélo ou prenant sa voiture et allant faire du cyclotourisme. Alors, et le piéton. Oui, et le piéton.
Vous savez que la piétonisation maintenant est mise en cause. Moi, je suis plutôt pour la piétonisation des centres-villes qui libèrent finalement. Mais on a dit Pourquoi aussi. est-ce que vous pouvez nous donner les pièces du débat? Eh bien, écoutez, on a dit que ça avait fait mourir les centres-villes, notamment dans les villes moyennes. Non, mais tout est discuté. Non, mais attendez, je ne prends pas pour moi ce que l'on dit. Il y a eu cette critique. Il y a eu la critique également de l'uniformisation. Pardon. Il y a eu aussi la critique de l'uniformisation des centres-villes avec des zones piétonnes qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire et même à penser que on y trouve les mêmes boutiques, qu'on a une sorte de ville qui perd son identité. Non, mais attendez, il y a deux choses. Moi, il y a une ville que j'aime bien, c'est Montpellier. Montpellier a, grâce à la politique de Georges Frêche, de son adjoint, aujourd'hui disparu, un géographe, Raymond Dugrand, ils ont mené une politique, ils continuent à la mener, une politique à la fois de tramway et de piétonisation. Ça marche, moi je trouve, Montpellier est une ville de joue. Parce que vous en pensez que c'est une ville que moi j'admire à cet égard, parce que vous avez des billets couplés finalement de parking, de dissuasion à la périphérie, le tramway qui en 10 minutes d'une périphérie, mais on est dans une ville encore moyenne, dans une ville de 300-400 000 habitants, dans le Grand Montpellier, qui vous amène au centre-ville, qui est un centre-ville piétonnier avec un patrimoine réel. Voilà un exemple. Mais attendez, exemple n'est pas transposable forcément. Mais voilà en tout cas quelque chose qui, en effet, incite à l'admiration et à l'exemplarité. Olivier Je suis Rasmont. assez d'accord pour Montpellier. Simplement, dans des villes plus petites, ce qui se passe, c'est qu'on a piétonisé une ou deux rues. Vierzon, une rue. Nevers, 2 ou 3 rues. Et puis c'est tout. Et en fait, l'enjeu, c'est pas de piétoniser, c'est de pouvoir traverser la ville à pied. Et en dehors des rues piétonnes qui sont effectivement assez uniformisées du point de vue commercial, finalement, c'est compliqué parce qu'on tombe tout de suite sur un énorme carrefour qu'on a du mal à traverser avec une poussette, c'est pas agréable. Et là, la question est pas tellement de piétoniser, mais la question est d'apaiser la ville, y compris la ville moyenne, pour qu'on puisse la traverser à pied et à vélo. Ce qui signifie malgré tout que cette piétonisation, alors qui pour vous n'a pas été faite avec suffisamment d'ambition ou suffisamment d'ampleur dans les petites villes, Olivier Rasmont, elle n'a pas du tout empêché le déplacement, par exemple, des commerces en proximité. Guy Burgel. Oui, mais voilà, vous comprenez, moi je suis à la fois d'accord avec en effet une amplification de pas simplement une ou deux rues piétonnières, mais en même temps, en effet, quand vous êtes un ménage ordinaire, vous avez vos courses de fin de semaine à faire, et que ce soit piétonnier pour l'ensemble du centre-ville ou que ce soit pour quelques rues, quand vous affrontez la concurrence de malls commerciaux, y compris dans des villes petites et moyennes, de malls commerciaux que vous atteignez au bout de 10 minutes de voiture, là encore une fois, il y a une espèce de rationalité quotidienne. Je dis pas que c'est bien. Je dis simplement qu'il faut comprendre et que les gens font du porte-à-porte entre leur montée de garage et le parking du supermarché. Il faut arrêter d'en construire des nouveaux. Mais il faut arrêter d'en construire encore. On en construit encore. Je suis bien d'accord avec vous. La dernière possibilité qui n'a pas été évoquée ici en matière de mobilité, c'est l'utilisation des fleuves, des rivières, l'utilisation de la Saône, du Rhône, de la Seine en matière de mobilité urbaine. Guy Burgel, que peut-on en attendre ? Écoutez, sauf les bateaux-mouches, la seule fois où j'ai pris le bateau, en effet, pour aller d'un point à un autre, c'était, je me souviens bien, dans une opération de Paris-Plage où j'ai fait 2 stations comme ça, très agréable d'ailleurs. Bon, ça c'est votre expérience personnelle, mais... Non, écoutez, moi je vais être très franc avec vous. Tout ça est un peu anecdotique. Quand on voit le déplacement, on est quand même... On va pas faire un débat parisiano-parisien, mais on est quand même dans une agglomération de 11 millions d'habitants. On ne fait pas la mobilité simplement parce que c'est bien à coup de vélo et à coup de bateau sur la Seine. Il faut en effet à Hong Kong, par exemple, il y a des bateaux qui... Mais Hong Kong n'est pas du tout... Excusez-moi de vous... Non, je vous agresse pas. Non, mais Hong Kong, je connais bien Hong Kong, ça n'a pas du tout la même structure urbaine. Bon, vous avez des gratte-ciel en centre-ville, on n'a pas heureusement de gratte-ciel encore à Paris, quoi. Enfin, en centre-ville, quoi. On a la tour Montparnasse, mais enfin, c'est pas exagéré. Ne lancez pas un autre débat sur les gratte-ciel en centre-ville. Ça dépend de la structure de la ville. À La Rochelle ou à Toulon, on passe par la mer parce que c'est plus simple. Pour aller de Saint-Mandrier à Toulon, on prend le bateau parce que tout simplement c'est plus simple, ça dépend. En Ile-de-France, on avait fait un moment Voguéo qui était le long de la Seine, mais ça n'avait pas tellement de sens. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la traverser là où il n'y a pas de pont. Ce serait plus intelligent de faire une navette fluviale, par exemple, entre les 2 terminaux du RERC et D dans l'Essonne. Là, il y a un endroit où on pourrait passer de l'un à l'autre facilement. Ce serait plus intéressant que de remonter ou descendre la Seine parce que ça prend moins de temps. Et puis, l'une des dernières choses qui avait été dite il y a là aussi quelques années, au moment où on songeait à
l'aménagement des villes, c'est que les individus, les personnes allaient de moins en moins se déplacer grâce au télétravail. C'est pas véritablement à cela Non, le qu'on assiste. télétravail, ça aussi, c'est une gageure. Bon, on peut chacun de nous, enfin, la plupart des gens font du télétravail quand ils sont sur leur ordinateur, etc. Mais encore une fois, ça n'a pas modifié fondamentalement le fait que pour l'extrême majorité des gens, le lieu de travail est encore séparé du lieu d'habitat dans les villes. Et on arrive sur les dimensions, sur à la fois les extensions géographiques des villes et sur la taille des agglomérations qui est différente selon les pays. Avant d'accueillir Aurélien Bélanger, chroniqueur, je vais accueillir Aurélien Bélanger, romancier, qui a notamment vu son Grand Paris, c'est le titre de son dernier roman, republié aujourd'hui en édition de poche. Aurélien Bélanger, vous vous êtes beaucoup intéressé à la physionomie des villes, à l'urbanisme et aussi au vélo, puisque vous êtes cycliste. Votre point de vue sur cette question de la mobilité en milieu urbain? Il y a une question qui est très intéressante et qu'on éprouve bien en vélo, c'est le phénomène de continuité, de discontinuité. On fait beaucoup de pistes cyclables, il suffit qu'il y ait des petits rebords un tout petit peu trop grands pour qu'on les prenne pas à vélo, parce que ce qu'on veut, c'est aller de façon très rapide et sans transition. Et ça pose même la question de la pérennité à long terme du Grand Paris Express. C'est un réseau qui est extrêmement profond et qui crée quand même une cassure. La cassure du métro, elle a un siècle, on l'a à peu près accepté. Le métro est devenu parisien, c'est plus devenu les catacombes, le royaume des enfers qui crée une ville. Si on fait un réseau qui est plus de 40 mètres en profondeur, où il faut prendre 3 escalators pour descendre, etc., il devient moins spontanément pris et on va se retrouver avec un phénomène comme on a pu connaître, je le crains, avec le RER, ou le RER, juste parce qu'il est plus profond, juste parce qu'il n'a pas les codes un peu guimard, un peu les codes parisiens. Le RER a jamais été un transport urbain, c'était un transport, de banlieue à banlieue, un transport pour banlieusards, et ça a jamais strictement fait ville, ou alors ça a fait une ville que les gens n'ont jamais complètement appréciée, et on voit juste symboliquement à quel point le orange ou le rouge RER sont associés aujourd'hui à des expériences anxiogènes. Donc c'est des petits réglages, des petites coutures en fait qui sont importantes. Et sur la physionomie des villes, la manière dont celle-ci évolue pour s'adapter au déplacement des personnes, Aurélien Bélanger? Je pense que la question, mais j'imagine, elle a déjà été traitée, l'incroyable injustice qui est faite aux autres transports par rapport à la voiture, où la voiture dispose de la quasi-totalité de l'espace public et qui commence à ressembler de plus en plus pour les opinions publiques à une confiscation d'espace. Et on voit, c'est assez intéressant, à chaque fois qu'un nouveau moyen de transport arrive, que ce soit la trottinette électrique ou ce genre de choses, la question c'est l'occupation du domaine public, alors qu'on est aujourd'hui, je pense, la trottinette électrique plus les vélos en free floating, on doit être sur 1 pour 1000 d'occupation de l'espace public. La voiture plafonne à 70% et ne pose aucun problème. Et c'est assez intéressant de voir à quel point il y a une grille de lecture qui fonctionne pas. Donc ça marche un peu sur des histoires de pédagogie, mais c'est très très bizarre qu'on dise ça prend de la place sur les trottoirs. Guy Burgel, votre point de vue? Moi, dans un des derniers livres que j'avais publié l'année dernière, Questions urbaines, je terminais par une espèce d'axiomatique de la ville vivable. Je disais le respect. Il faut en effet que les gens apprennent à se respecter. Ça veut dire que l'automobiliste respecte le cycliste, que quelquefois les cyclistes respecte les piétons. Moi, je suis très étonné. Je suis cycliste aussi à mes heures, peut-être pas en ville, mais je suis cycliste. Je sais ce que ça veut dire. Et de temps en temps, ou quand on a des scooters qui arrivent sur à la fois les pistes cyclables ou sur les trottoirs, c'est un manque de respect. Et la ville, c'est aussi de l'urbanité. Moi, il y a cet aspect qui est frappant avec le dispositif des contresens cyclables qui a été mis en face. Il y a quelque chose de très lévinassien dans le cyclisme. Quand on est confronté visage à visage face à une voiture, il se passe quelque chose. Et on sait très bien que la morale, c'est comme l'anneau de je ne sais plus quoi dans la mythologie grecque. C'est quelque chose qui rend amoral parce que ça invisibilise. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture aujourd'hui en ville? C'est ça. D'un mot quand même. Merci. D'un mot quand même. Rencontré dans une rue tortueuse, où à peine passe une voiture entre les deux rangées de voitures stationnées, un cycliste frontalement en face de soi est quand même quelque chose de très traumatisant. Non pas pour soi, pour le cycliste. Moi, je suis pour le respect du code de la route. C'est vrai, Olivier Rasmond, d'ailleurs, l'utilisation des cyclistes en sens interdit pour ralentir. C'est traumatisant, mais donc vous allez freiner. Et ça tombe bien, c'était l'objectif. Parce que là, vous venez de dire une chose, vous avez dit, entre les deux rangées de voitures stationnées. Bah oui, vous avez 3 rangées de voitures, 2 stationnées, une de chaque côté, plus une au milieu. Et ben voilà, ça fait beaucoup d'espace public. Et donc, si vous avez un peu peur, vous allez freiner. Et tant mieux, c'était l'objectif. On n'a pas vu une multiplication des accidents, puisqu'on a évoqué également... Au contraire. Au contraire, quand on dans les doubles sens cyclables, au contraire, il y a moins d'accidents qu'avant, parce que tout simplement les gens freinent, les gens se voient exactement comme vient de dire Aurélien, et donc la civilité revient.
Et au-delà de la civilité, est-ce que la diffusion des transports en vélo en ville a multiplié les accidents ou Alors, il y a en ce moment, non mais c'est vrai, il y a en ce moment un problème d'accidentologie du vélo, pas seulement en France, dans d'autres pays également, qui est lié à plusieurs. D'abord, qui est lié au fait qu'il y ait bien plus de déplacements à vélo qu'avant, donc il y a une progression. Et puis, il y a un manque d'organisation, parce que moi, je veux bien croire à l'urbanité, je suis d'accord avec vous, évidemment, mais le problème, c'est que c'est aussi une question d'organisation de l'espace public. Et si on n'organise pas l'espace public pour que cette cohabitation soit possible, donc là, je reviens là-dessus, à certains endroits, il faut séparer, à d'autres, il faut mélanger, mais à vitesse assez basse. Et si on ne fait pas ça, on a effectivement des gens qui font n'importe quoi. On n'a pas traité, en Ile-de-France en particulier, à Paris en particulier, mais aussi à Marseille, c'est pareil, on n'a pas traité la question des deux roues motorisés pendant des années, et on est en train de le payer aujourd'hui avec tous ces trucs qui sont sur les trottoirs. Merci Olivier Erasmont. Je rappelle que vous tenez un blog sur le site du Monde intitulé L'interconnexion n'est plus assurée. Vous avez également publié notamment Le pouvoir de la pédale. Guy Burgel, je rappelle que vous avez publié La revanche des villes. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Regarde, 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 regarde la vie. Vous pouvez continuer à danser.